Bien, bonsoir à tous les quatre. Merci d'être présents pour cette première table ronde qui s'appelle donc la bascule agricole, émotions, défis et perspectives. Ça nous a paru intéressant de faire une table ronde sur ce sujet aujourd'hui parce que l'agriculture occupe une place de choix dans les défis auxquels on fait face. L'agriculture, c'est à la fois une des causes du changement climatique. Elle en subit également les conséquences très fortement. Et elle propose des solutions pour y faire face. Je suis donc très content d'accueillir aujourd'hui Marc Dufumier, qui est agronome, professeur à AgroParisTech. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'agroécologie et vous passez une majorité de votre temps à essayer d'influencer pour promouvoir d'autres modèles d'agriculture que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a également Léna, Astrid et Caroline, qui toutes les trois ont vécu des parcours de bascule et se sont dirigées d'une manière ou d'une autre vers l'agroécologie ou d'autres formes d'agriculture. Ce soir, on va parler de différents sujets. D'abord, vous allez nous raconter quels ont été vos parcours de bascule. Et puis, on va essayer de faire un constat un peu rapide de ce qui se passe dans le monde agricole aujourd'hui. Vers où est-ce qu'on peut aller ? Et puis, on parlera également de la résilience alimentaire et éventuellement, si on a le temps sur la fin, de la place des femmes dans l'agriculture. Je pense que vous avez des choses à nous dire là-dessus, si ça vous intéresse. Et donc, j'aimerais commencer par Léna. Léna, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivée là ? Alors, par où commencer ? Du coup, j'ai 23 ans et il n'y a pas si longtemps, j'habitais à Paris. J'ai été étudiante en physique et en maths à Sorbonne Université. Et assez rapidement, je me suis mise à militer pour l'écologie et donc à m'engager d'abord au niveau de ma fac. Comme c'est une des plus grandes facs de France, Sorbonne Université, et on est le plus grand campus de sciences, Jussieu. Avec des amis, on s'est dit on va militer de l'intérieur pour qu'il y ait des cours sur l'écologie obligatoire, etc. On voulait vraiment changer le campus puis la fac pour que ce soit un modèle et permettre de propager ça aussi avec tout un réseau d'étudiants engagés pour l'écologie dans les facs. Ça a été hyper laborieux, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai aussi du coup essayé de changer les choses au niveau du Crous à Paris. Pareil, c'était hyper laborieux. Et puis ensuite, pour couronner le tout, je me suis aussi engagée pour faire du lobbying au niveau européen. Et c'est vrai que pour moi, là, ça a marqué un petit peu un moment où je me suis dit, il y a vraiment une impasse au niveau des institutions. Et en fait, c'est pas en faisant du plaidoyer qu'on va remporter des grandes victoires. À ce moment-là, il y avait aussi du coup les expulsions à Notre-Dame-des-Landes, je pense, qui ont marqué beaucoup de gens. Moi, j'ai pas été là pendant les expulsions, mais je suis allée à la ZAD juste après, et du coup, on en a beaucoup discuté tous ensemble, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plutôt avoir un militantisme écolo de terrain. Je me suis engagée avec les jeunes pour le climat, du coup, en créant le groupe local de Paris, aussi un groupe de réflexion autour de l'écologie radicale interfac qui s'appelait donc Désobéissance Écolo Paris. Jusqu'à ce que je me dise, à force de sécher les cours et vraiment, même si j'adorais la physique et les maths, de plus passer beaucoup de temps à la fac parce que clairement j'avais l'impression que le militantisme était beaucoup plus important. J'ai décidé du coup de partir en BPREA d'agroécologie, donc à l'école du Breuil, donc c'est dans le bois de Vincennes, pour devenir paysanne. Désolée, c'est dur de faire bref, je sais pas, mais et donc là maintenant j'ai fini mes études d'agroécologie. Et je milite pour une association pour la défense des terres agricoles et la lutte contre les grands projets polluants et imposés. Mais voilà, ça va de pair, qui s'appelle Terre de lutte. Et je suis aussi dans les soulèvements de la terre, donc un mouvement qui fait de la convergence entre paysans, mouvement climat et milieux autonomes.
qui notamment a aidé à l'organisation des grandes manifestations contre les méga-bassines et bosse beaucoup avec la Confédération paysanne, ce qui est assez intéressant. Et malheureusement, pour l'instant, je suis pas encore installée. J'en parlais dans le bouquin parce que l'été dernier, j'étais persuadée que j'allais bosser à fond sur ce projet d'installation, mais j'ai envie de m'installer avec des amis qui n'ont pas fini leurs études. Du coup, là, je prends encore 1 an en mode militantisme à fond. Mais sûr qu'à terme, j'aimerais m'installer. Je m'intéresse beaucoup du coup aussi à ces questions de subsistance. Comment est-ce qu'on refait de l'agriculture collective? Comment on se réapproprie les terres agricoles? Comment on les récupère pour en faire des communs, etc. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, désolée. Merci Léna pour cette introduction. Comme je le disais au début de cette table ronde, l'agriculture aujourd'hui, elle fait face à de nombreux défis. Marc Dufumier, j'ai envie de vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un aperçu aujourd'hui de ce qu'est le milieu agricole en France? Quels sont les défis auxquels il fait face? Et quelles sont, selon vous, les voies qu'il faudrait que l'agriculture emprunte pour que nous basculions vraiment dans un modèle différent, plus respectueux du vivant? Les défis, c'est simple. D'abord, c'est une alimentation saine. Donc si déjà on pouvait produire une alimentation saine, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, si on pouvait avoir une agriculture durable, sans érosion des sols, sans effondrement de la biodiversité, le maintien des pollinisateurs et ce genre de choses, voilà l'enjeu. Nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Est-ce que vraiment c'est à nous en France de devoir nourrir les pays du Sud, les pays du tiers-monde, on disait à mon époque? Est-ce qu'il nous faut impérativement exporter à vil prix des excédents de blé, de poudre de lait, de poulet bas de gamme pour ruiner les gens là-bas qui repiquent du riz à la main ou des herbes à la houe, quoi, Donc la réponse clairement est non. Retrouver éventuellement en France une plus grande souveraineté protéinique, c'est-à-dire produire nos protéines végétales, par exemple, avec des légumineuses, plutôt que d'essayer de mettre des engrais azotés de synthèse sur nos blés. Engrais azotés de synthèse, donc vous savez que c'est fabriqué avec du gaz naturel russe et que c'est très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Donc la réponse est non. Il nous faut retrouver effectivement en circuit court, je dirais, produire de l'énergie alimentaire de façon en utilisant intensivement, je fais exprès d'employer le mot intensivement, l'énergie solaire qui ne coûte rien et qui est renouvelable. Pourquoi pas faire l'usage intensif à l'hectare de ce qui ne coûte rien, renouvelable. Cet amidon, ce sucre, ces lipides, ces hydrates de carbone qui sont la partie carbonée, la partie énergétique de notre alimentation. D'où vient le carbone? Du gaz carbonique de l'atmosphère. Moi, je vous proposerais qu'on fasse un usage intensif de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène pour nos poumons, fabriquer des lipides, du sucre, de l'amidon, pourquoi pas de la paille, des racines. Si ça se décompose bien, ça fabrique de l'humus et ça séquestre du carbone dans l'humus des sols. Écoutez, moi je suis pour l'agriculture intensive, faire l'usage, une certaine intensité écologique. Et puis les protéines, écoutez, vous avez des légumineuses qui sont capables, c'est des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiennes, des lentilles, des pois chiches, des haricots, enfin vous pouvez en manger, c'est riche en fibres, moins de cancer du côlon. Et vous avez des protéines végétales sans qu'on ait besoin de mettre des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, très émetteurs de protoxyde d'azote. Et si vous voulez chercher des éléments minéraux, parce que là vraiment la finitude, elle est là. La finitude, c'est pas les rayons du soleil, c'est pas le gaz carbonique, il y en a beaucoup trop, c'est pas l'azote de l'air. La finitude, c'est les éléments minéraux et notamment les mines de phosphate. Alors là, écoutez, les solutions alternatives, il peut y en avoir. Si vous utilisez des champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de la plante, un peu comme la truffe dans la racine du chêne, qui développe un mycélium, va aller débusquer les éléments minéraux que les petites racines n'ont pas été... Les racines des plantes n'ont pas été capables de débusquer. Les champignons, eux, vont le faire. Le débusquer, restituer ça à la plante. Ça s'appelle symbio dans notre jargon. Écoutez... Oui, on pourrait nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière en faisant en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle des abeilles. Parce que le jour où vous remettez vous avez des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, vous ne mettez plus de pesticides. Dans la bande enherbée, vous aurez des scarabées, des carapes qui vont s'attaquer à la limace, vous ne mettrez plus d'insecticides. Juste une question, qu'est-ce qu'on attend? Ce que je perçois de votre propos, c'est que... vous estimez qu'il faudrait qu'on fasse plus confiance aux dynamiques du vivant. Ça me permet de me tourner vers Caroline. Je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles et tu écris notamment dans ton témoignage dans Basculons. Le secteur agricole est doté d'une responsabilité immense
en matière de recherche pour développer d'autres usages que les moyens de production dits conventionnels. Est-ce que tu pourrais avant tout nous dire quel, toi, était ton parcours ? Comment as-tu vécu ta bascule ? Et puis nous en dire un petit peu plus sur, je crois, les indicateurs de biodiversité sur lesquels tu travailles. Oui, moi, je suis Caroline, j'ai 25 ans, je suis ingénieure agro depuis pas très longtemps et je suis passée par une prépa biochimie, physique et sciences de la Terre. Et oui, c'était un peu abrutissant, mais en même temps, moi j'ai eu l'impression pendant ce temps-là de découvrir un monde à la fois, dans lequel au fur et à mesure qu'on avançait, la part d'inconnu devenait toujours de plus en plus importante, le monde du vivant en fait. Et il y a plein de choses qui m'ont marqué durant cette prépa, notamment une prof de biologie qui essayait de m'expliquer comment le monde fonctionnait, mais qui a admis ne pas pouvoir nous expliquer pourquoi le monde fonctionnait de cette façon. Donc ce que j'ai tiré de cette prépa, c'était principalement, je pense, beaucoup d'humilité vis-à-vis de l'objet que j'allais étudier et autour duquel j'allais travailler plus tard. Et puis tout ça, c'est, on va dire, aggravé en école d'agro, grâce aux cours notamment, mais pas que, loin de là. Où en fait, cette prise de conscience que j'avais plutôt de ma relation au vivant, elle s'est élargie à quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est tout l'objet de nos cours, c'est de nous faire prendre conscience des interrelations du vivant et du vivant avec le monde qu'on a construit nous, en termes économiques, en termes politiques, etc. Moi, je me suis retrouvée dans la situation que je pense beaucoup de Français connaissent, c'est que mes parents ne sont pas issus du milieu agricole, mes grands-parents non plus, et du coup, la fameuse déconnexion avec le milieu agricole, je l'ai vraiment vécue à 100%. Et cette école d'agro et les échanges que j'ai pu mener autour de ça, ça m'a vraiment fait l'effet d'une redécouverte, quelque chose qui est presque vécu dans la chair. Je ne veux pas attirer la pitié ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment le ressenti. Et du coup, d'une dissonance aussi énorme entre les métiers qu'on me proposait à l'issue de l'école d'ingé agro, parce que ça reste une école d'ingé, c'est-à-dire principalement, si vous voulez aller dans le monde agricole, faites du conseil et de l'accompagnement. Si vous voulez travailler dans l'agroalimentaire, allez dans les grosses boîtes de la transformation agroalimentaire. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça qui répond à la hauteur aux enjeux de transformation du système agricole et alimentaire, avec une responsabilité à la fois collective et individuelle des ingénieurs agro. Et moi, c'était une énorme frustration de mon côté de voir en fait ce monde qui était empreint un peu du paradigme de la rentabilité et des rendements, et qui empêchait tout changement, ou en tout cas qui le ralentissait. Du coup, à ce moment-là, moi, je me suis engagée dans le collectif Pour un réveil écologique pour essayer de changer un peu ces formations-là, pour faire en sorte que les scientifiques qui nous avaient transmis leurs connaissances soient aussi militants dans cette façon de transmettre les connaissances et nous engagent à en faire quelque chose, à passer à l'action avec ça. Et au fur et à mesure, voilà, donc j'ai travaillé sur ces formations et là où j'en suis actuellement, c'est que je travaille sur des indicateurs, pour aider l'OFB, en fait, l'Office français de la biodiversité, sur des indicateurs qui étudient l'impact de l'alimentation et de l'agriculture sur la biodiversité et qui pourraient être intégrés dans les politiques publiques pour faire en sorte que les stratégies nationales deviennent un peu plus ambitieuses. Merci. À vous écouter, on a l'impression qu'il y a des solutions qui sont envisageables pour transformer cette agriculture. Pour autant, il y a aujourd'hui, j'ai l'impression, beaucoup de freins. Tu évoquais l'espèce de dissonance cognitive que tu as pu ressentir auprès du milieu agricole. Astrid, c'est quelque chose dont tu parles également dans ton texte. Tu dis « Je me souviens de cette lettre écrite par un agriculteur de mon village qui te disait « Changer, oui, mais quoi ? Et surtout, pourquoi ?» Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel a été ton parcours aussi et qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, pour essayer de répondre à cette question qui t'avait marqué à l'époque ? Oui, merci. Moi, rapidement, mon parcours, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé ensuite par travailler un peu en finance, puis en marketing. Et puis, j'ai assez vite senti que ces missions que l'on me donnait, ces entreprises dans lesquelles j'étais, je ne m'y projetais pas du tout sur la durée. Vraiment, j'avais cette obsession de qu'est-ce que je fais là et pourquoi je suis là. Et je n'arrivais pas à trouver de réponse à ces questions.
Et il se trouve que je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Moi, de mon côté, côté paternel et maternel, tout le monde, en gros, est agriculteur. Mon père est éleveur. Et donc, quand j'ai commencé à avoir ces prises de conscience des enjeux environnementaux, j'ai commencé à pas mal questionner, notamment mon père, sur la manière avec laquelle il faisait son métier. Et ça a pu être source de tension. Et notamment, il m'avait fait suivre cette lettre que tu évoques, Tanguy. Et donc moi, j'ai senti à ce moment-là vraiment un truc monter en moi de j'ai envie d'aller voir sur le terrain, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en matière agricole. J'ai envie de voir des agriculteurs et des agricultrices qui se lancent, qui font des pas de côté, qui testent, qui expérimentent des modèles qui soient, en tout cas qui semblent être plus viables, à la fois environnementalement parlant, et qui permettent en même temps à ces agriculteurs et agricultrices de vivre décemment. Et donc je suis partie, ça c'était il y a un peu plus de 3 ans, faire un tour de France à vélo, rencontrer à peu près une trentaine d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'engagent. Et ça a été une expérience très nourrissante pour moi. Vraiment, j'encourage toutes les personnes qui peuvent le faire à vivre ce genre d'expérience, à aller à la rencontre là en l'occurrence d'agriculteurs ou d'agricultrices, mais voilà, de ces personnes qui cherchent sur le terrain des solutions. Et je suis rentrée avec la certitude que je souhaitais m'impliquer sur ces sujets agriculture. Je crois j'ai ça dans le sang. Donc l'envie très forte d'y aller. L'installation, c'est une question pour moi, mais qui n'est pas d'actualité tout de suite. C'est un sujet qui mûrit dans ma tête. Je le vois à l'horizon. Je ne sais pas exactement encore quand. Mais en tout cas, je suis rentrée. J'avais envie de sensibiliser d'abord sur les sujets agriculture, alimentation. Et donc, je me suis lancée avec une autre personne, Céline, dans la création d'un atelier qui s'appelle la fresque Agri-Alim et qui s'inspire donc de la fresque du climat. Je crois que Cédric est dans la salle. En tout cas, moi, j'avais participé avant de faire mon tour à vélo, quelques mois avant, à une fresque du climat, et ça avait participé pour moi à cette prise de conscience. Donc, je me suis lancée dans la création de cet atelier dont l'objectif est de donner une vue d'ensemble des enjeux agricoles et alimentaires. Et puis, j'ai également monté un projet qui s'appelle Ferme en Vie, dont l'objectif est d'aider des agriculteurs et agricultrices à s'installer, notamment on a commencé par toucher ce sujet de l'accès du foncier, qui est un sujet difficile aujourd'hui en France. Il y avait déjà des structures comme par exemple Terre de Liens, si certains connaissent, qui s'engagent sur ces sujets-là. Nous, on propose une solution de financement à la reprise de ferme, en faisant aussi appel à l'épargne citoyenne. Donc c'est l'épargne citoyenne qui permet de financer la reprise de ferme. Et ensuite, donc on propose des formats de location avec option d'achat à plusieurs agriculteurs. L'idée, c'est de favoriser une installation qui soit collective. Voilà où j'en suis dans mon parcours. Merci. Et donc, du coup, le prochain point sur lequel je voudrais qu'on avance, c'est quels sont les leviers que vous identifiez aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes toutes les trois dans l'agriculture, Marc Dufumier également, mais à des places différentes. Léna, dans ton parcours, on sent qu'il y a une approche plus ancrée sur les luttes locales, là où Caroline, toi, tu vas t'intéresser au changement des indicateurs qui peuvent faire évoluer l'agriculture. Je vais vous donner du coup la parole à chacune d'entre vous, ainsi qu'à Marc Dufumier, pour savoir quel est le levier aujourd'hui que vous identifiez, le verrou à débloquer pour que notre agriculture change. Je ne sais pas qui veut commencer. Marc Dufumier, vous avez peut-être une idée. Bon, j'ai quelques idées, oui. Je pense qu'il nous faut agir à différents niveaux, mais on parlait par exemple de Terre de Liens. Effectivement, voilà un monde associatif. Il y a une foncière qui essaye d'acquérir des terrains et de les transmettre à des jeunes agriculteurs, moyennant un engagement agriculture biologique. Bon, je trouve ça astucieux. Alors, c'est pas seulement... Ça reste de niche, parce qu'il faut que chacun... Moi, j'ai aussi des parts dans quelques fermes du côté de Clermont-Ferrand. Mais en même temps, quand l'association commence à regarder où est-ce qu'il y a des terrains qui sont libérés, où est-ce que ça... Et ensuite, ils vont aller voir les élus pour qu'au moment où vont être
éventuellement, où les SAFER, des sociétés d'aménagement foncier et je ne sais pas quoi rural, ont le droit de préempter ces terrains quand des fermes vont disparaître pour les affecter. Et bien, quand Terre de Liens intervient dans une région, les élus sont au courant, ne découvrent pas les dossiers au dernier moment et on peut effectivement éviter que les SAFER donnent ça pour l'agrandissement des voisins, pour que l'agrandissement des voisins puisse amortir au plus vite la moissonneuse-batteuse, le robot de traite et pratiquer des systèmes trop spécialisés. Les associations de parents d'élèves. Si les associations de parents d'élèves réclament à ce que les gamins aient des alimentations bio et circuits courts et local, ben écoutez, ça a un impact. Y compris, on a réussi à déposer des amendements dans certaines lois pour que ça devienne quasiment obligatoire dans certaines cantines. Bon, ben c'est quand même pas rien. Je dirais. Alors, le commerce équitable. Ben écoutez, oui, le commerce équitable, c'est autrefois des produits du Sud. Donc, un café, un cacao étaient labellisés équitable. Et celui qui achetait un café et un chocolat labellisé équitable pouvait avoir l'assurance que là-bas, le producteur bénéficiait d'un prix plancher qui ne pouvait pas descendre trop bas, et y compris une prime de développement à leur coopérative ou à leur groupement de producteurs. Et on a découvert dans les pays du Sud, les cafés, cacao, vanille, etc., que la plupart des gens qui avaient accès à ce marché commerce équitable comprenaient qu'un militant n'accepterait pas de payer plus cher un café et un cacao si c'était mauvais ou si ce n'était pas labellisé bio. Du coup, on observe que très vite, la prime de développement a été consacrée effectivement à une transformation des systèmes de production et de transformation pour qu'ils soient bons et bio. Et maintenant, en déposant toujours des amendements, on a réussi, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire et la loi sur le changement climat, quelques amendements pour que des produits français puissent être labellisés équitables. Vous avez Biolay, etc. Donc il y a quand même des mouvements sociaux qui permettent effectivement que faire ça va changer les choses. En même temps, c'est vrai, on y parvient à ce qu'on démontre qu'autre chose peut être efficace, d'autres formes d'agriculture peuvent être efficaces, d'autres modes de transformation peuvent être efficaces. Ça peut être pour une alimentation saine, ça peut être pour une agriculture durable, mais c'est en même temps, pour que ça cesse d'être seulement de niche et de militants, ben c'est quand même vrai qu'il faut interroger les politiques. Moi, je suis désolé, je ne renonce pas à mon droit de vote. Mais par contre, quand il y a un élu, après, je le harcèle. Alors, merci pour ce point. Avant de parler de politique et de radicalité en politique avec l'ENA, j'ai envie de passer la parole à Astrid pour savoir, toi, dans ce travail que tu fais, essayer d'accompagner notamment des jeunes à s'installer en agroécologie, à quels obstacles, justement, politiques, administratifs, juridiques, est-ce que vous faites face et quels sont les leviers que vous avez identifiés pour essayer de les dépasser et faire en sorte qu'aujourd'hui, je crois que c'est un agriculteur sur 2 qui est censé partir à la retraite d'ici 5 ans, comment on fait en sorte qu'il y ait une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'installent et que nos champs ne deviennent pas complètement dépeuplés de paysans et de paysannes, quoi. Oui, alors je vais peut-être commencer par la deuxième partie de ta question. En effet, donc on a quand même cet enjeu qui est là devant nous de 50% des agriculteurs et agricultrices qui partent à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Et au rythme actuel d'installation, 50% d'entre eux qui ne seraient pas remplacés. Donc ça fait en gros un agriculteur sur 4 qui probablement va partir à la retraite et ne trouvera pas repreneur. Et donc dans ces cas-là, généralement ce qui se passe, c'est que la ferme, elle part à l'agrandissement, donc comme vous le mentionniez, aux voisins agriculteurs. Donc ça, il y a un gros enjeu. En parallèle de ça, il y a un rapport du Shift qui est sorti récemment, du Shift Project, qui dit que pour décarboner l'économie française, donc on va avoir besoin, dans certains secteurs, de créer de l'emploi, dans d'autres sûrement d'en détruire. En tout cas, le secteur qui devrait voir la plus hausse création nette d'emplois, c'est le secteur agricole, avec d'ici 30 ans 500 000 emplois à créer, une création nette de 500 000 emplois. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, on est sur un rythme à peu près de 15 000 installations par an, enfin candidats à l'installation par an, ce qui n'est pas 15 000 installations, candidats à l'installation par an. Donc il y a un énorme enjeu de ce côté-là. Moi, je pense que l'enjeu, il est même il est très tôt. Enfin, nous, on voit des personnes qui cherchent à s'installer, mais qui ont déjà toute une démarche et qui ont fait tout un parcours, toute une réflexion. Moi, je suis vraiment en train de me dire aujourd'hui qu'il y a un enjeu à aller sensibiliser les personnes au métier de l'agriculture, à reconnecter à son alimentation au vivant dès le plus jeune âge. J'ai un peu ce rêve que tout collégien puisse aller passer à minima une semaine dans une ferme et que ce soit quelque chose qui soit rendu obligatoire. Donc ça, pour moi, ça fait partie des solutions.
Et après, est-ce que tu peux me rappeler ta deuxième question? Oui, quelles sont les barrières aujourd'hui à l'installation, à la fois au niveau juridique, administratif Et comment vous réussissez à les lever aussi? Oui. Alors, aujourd'hui, nous, en tout cas, le principal enjeu, il est plutôt du côté des fermes qui sont aujourd'hui à reprendre et des porteurs de projets qui cherchent à s'installer, où on a quand même aujourd'hui toute une nouvelle génération de personnes qui ont envie de porter des projets d'installation, mais sur des surfaces qui ne correspondent pas du tout à celles des fermes qui sont à reprendre. Et donc on a un gros enjeu d'une part des fermes à reprendre qui sont sur des surfaces relativement importantes, et de l'autre des porteurs de projets qui portent des projets sur des surfaces moindres. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Nous, là-dessus, ce qu'on souhaite, c'est favoriser des installations à plusieurs. On propose également de réfléchir à un redimensionnement de la ferme de sorte qu'elle puisse accueillir plusieurs projets, plusieurs ateliers de production pour faire jouer cette diversification, cette synergie entre les ateliers, mais aussi pour permettre à chacun de s'installer sur la surface qui lui correspond. Donc ça, c'est une des solutions que l'on propose. Merci. Léna, du coup, j'ai 2 questions pour toi. Une première question sur l'engagement politique que tu as. Je sais que tu es engagé dans certains mouvements comme les soulèvements de la terre, par exemple. Tu choisis d'avoir un rapport aux politiques peut-être un peu plus frontal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Puis la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de t'installer en tant qu'agricultrice ou paysanne? Je ne sais pas d'ailleurs quel est le mot que tu préfères, tu pourras nous dire. Ouais. Du coup, je te laisse la parole là-dessus. Ouais, carrément. C'est vrai que malheureusement, quand on parle des leviers, justement, et la question était intéressante, on se retrouve face à quelque chose qui est tellement énorme. Mais bon, de toute façon, quand on est militant écolo, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres thématiques, c'est toujours la même chose. C'est sûr que tant qu'on ne sort pas d'un modèle capitaliste et productiviste, c'est très compliqué d'avoir une activité paysanne et de s'en sortir, et on se retrouve confronté en effet à plein de mécanismes qui sont pas du tout adaptés. Et là on en a parlé. Malheureusement, ce qui se passe aussi avec ces paysans qui partent à la retraite, c'est que c'est les gros qui s'accaparent encore plus de terres, et c'est une course à l'agrandissement. Et en fait, quand je parle de ces gros, c'est même pas des agriculteurs. En fait, c'est des chefs d'entreprise. Là, typiquement, le propriétaire justement des bassines qu'on a attaquées, des méga bassines, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer en 2 secondes ce que c'est, mais en gros, c'est un enjeu qu'il y a autour de l'accaparement de l'eau actuellement dans le Marais Poitevin, qui est une zone test au niveau de l'irrigation. Et en fait, du coup, il y a ces gros propriétaires fonciers qui bétonnent 8 hectares en moyenne en fait, pour stocker de l'eau qui pompe dans les nappes phréatiques. Donc afin de privatiser l'eau en gros, et de pouvoir irriguer leurs cultures qui souvent sont du maïs intensif destiné à l'élevage l'été. Et donc juste pour donner un exemple, donc souvent les personnes qui construisent les méga bassines dans le Marais Poitevin, on dit que c'est des agriculteurs, mais en fait Thierry Bourré qu'on avait attaqué, il a 20 sociétés et il met jamais les pieds dans ses champs. En fait, c'est quelqu'un qui gère des salariés agricoles. Et en fait, on se retrouve de plus en plus avec des profils comme ça, de propriétaires fonciers, et avec maintenant des grosses entreprises. Il y a une journaliste qui s'intéresse à ces questions, qui avait montré que justement Intermarché avait imaginé un modèle où il y aurait plein de terres Intermarché, de fermes Intermarché, et où ils emploieraient directement des gens pour produire ce qu'il y aurait dans leur supermarché. Donc clairement, le modèle paysan qui est minoritaire aujourd'hui, il est très menacé. Et du coup, au sein des soulèvements de la terre, en effet, on a une stratégie qui consiste à la fois à reprendre des terres, à favoriser des installations militantes. Et donc là, il peut y avoir plusieurs manières de faire. C'est vrai qu'il y a déjà Terre de Liens et des foncières et plein justement de mécanismes qui permettent de le faire de manière un peu moins militante que nous. Où nous, souvent, typiquement, la semaine dernière, à Besançon, il y a des terres agricoles, les dernières terres agricoles de Besançon qui sont menacées. On a juste décidé de faire une manifestation avec une agricultrice et de dire, en gros, cette année, c'est AMAP Pirate, et en fait, cette agricultrice, même si ces terres sont pas à elle, elle va les cultiver, et la mairie de Besançon, débrouillez-vous avec ça, en fait. Et continuer à nous dire que vous allez bétonner les terres de cette agricultrice, alors que
on manque vraiment d'agriculture paysanne. Donc voilà, on est dans ce truc plutôt de reprendre des terres en faisant des actions de désobéissance civile. Et ensuite, on a un deuxième pan où, en plus de ça, on s'attaque donc frontalement à l'agro-industrie en faisant des actions de désobéissance civile contre Monsanto et en revendiquant aussi d'ailleurs des dégradations matérielles parce qu'on voit que voilà, il faut parfois aller plus loin que les simples occupations, les simples blocages en fait, pour s'attaquer à l'agro-industrie. Et du coup, la deuxième question. Tout ça pour dire que malheureusement, moi, je crois plus trop au dialogue en effet avec les politiques et je pense qu'il faut augmenter le rapport de force à un certain niveau si on veut vraiment avancer. Ce qui n'est pas facile et pour l'instant, on n'est clairement pas assez, mais j'espère que ça va prendre de l'ampleur. Et oui, si j'avais envie de m'installer en tant que paysanne, c'est que c'est vrai que voilà, c'est question de subsistance et elles sont hyper importantes en tant qu'activiste. Et j'avais envie, en fait, voilà, aussi, voilà, de renouer aussi avec le vivant à travers cette activité paysanne et aussi de me dire que dans un collectif, je pouvais aussi avoir cette place-là où, enfin, voilà, de partager ces connaissances-là qui sont hyper importantes. De permettre aussi à des réseaux d'activistes donc de s'autonomiser aussi et pas que enfin voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient justement avoir une vie un peu différente, c'est ce qui est difficile lorsqu'on est vraiment empêtré dans le système. Et voilà, je considère aussi que c'est en effet un enjeu stratégique hyper important de s'intéresser à ces questions en France vu la place qu'a l'agriculture. Merci Léna. On va arriver au terme de cette table ronde. Caroline, Astrid, j'ai envie de vous demander de terminer en 2 mots sur qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune ou une jeune peut-être plus particulièrement qui aurait envie de s'intéresser et de se lancer dans l'agriculture. Et puis on va conclure là-dessus. Marc Dufumier, j'aurais bien aimé que vous nous racontiez votre rencontre avec les agricultrices malgaches quand vous étiez jeune. Peut-être que vous pourrez conclure là-dessus en 30 secondes. Caroline, je t'en prie. Je ne veux pas trop doubler ce qu'a dit Astrid, mais malheureusement, un des leviers les plus importants, c'est quand même l'installation agricole, c'est de se sentir en pouvoir, de retourner à la terre, de se sentir légitime à y aller, même quand on n'est pas issu du milieu agricole. Et ça signifie, comme disait Astrid, aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysannes et paysans qui sont tout à fait prêts à transmettre leurs connaissances. C'est le système New Woofing, ça marche super bien. Et c'est en allant à ce contact-là qu'on se relégitime individuellement dans ce parcours d'installation. Et c'est là où je voulais pas trop répondre à ta question tout à l'heure, c'est que le levier que je vois moi à ce jour pour faire changer l'agriculture, c'est de repeupler les campagnes pour que le rapport de force politique s'inverse un peu aussi, qu'il commence à y avoir une vraie parole paysanne qui ait son poids en politique. Donc voilà. Merci. Du coup, moi, je vais rebondir là-dessus, mais c'est vraiment aller à la rencontre, faire l'expérience, aller voir aussi différentes fermes pour voir vous dans quel déjà si vous avez cette appétence-là, parce que bien sûr c'est pas une obligation, et ensuite dans quel modèle est-ce que vous vous retrouvez, qu'est-ce qui vous inspire là-dedans. Voilà. Et puis faites des pas de côté, testez, expérimentez. Et moi j'aime bien alterner entre réflexion et action. Donc prenez aussi du temps, comme le disait Com, je crois tout à l'heure, pour se mettre en retrait. Je pense que c'est aussi important. Marc Dufumier, le mot de la fin est à vous. Oui, non, ma bascule, donc c'était en 68, juste après mai 68. Je venais juste d'être diplômé ingénieur agronome. À l'époque, on avait un service militaire obligatoire, mais on pouvait faire un service de coopération civile en remplacement du service militaire. Et on va donc à Madagascar enseigner la riziculture améliorée. Je devais enseigner à ces femmes malgaches effectivement les variétés à haut potentiel génétique de rendement, à paille courte, mais évidemment concurrencées par les herbes aquatiques. C'était des variétés qui étaient gourmandes en engrais, donc j'enseignais les engrais. Elles étaient sensibles aux cicadelles, j'enseignais les insecticides. Et elles sont sensibles à des champignons pathogènes, j'enseignais aussi les fongicides. Et donc je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qui était bien, je savais ce qui était une mauvaise herbe, je savais ce qui était le mal, je connaissais bien le mal, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes malgaches m'ont dit que j'étais nul, qu'avec mes engrais, mes pesticides, mes fongicides, etc., je tuais les escargots, je tuais les canards, je tuais les poissons, je tuais les grenouilles, je tuais toutes leurs sources de protéines.
Et ces femmes malgaches m'ont dit, regardez, messieurs Dufumier, les canards sont en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe. On n'a pas besoin de vos herbicides. Regardez, les canards sont en train de picorer les cicadelles, les insectes ravageurs. On n'a pas besoin de vos insecticides. Elles n'ont jamais prononcé le mot d'agroécologie. Mais c'est elles qui m'ont effectivement fait basculer. Elles m'ont initié à l'agroécologie en montrant que l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème d'une incroyable complexité dans lequel il n'y a pas que du riz, mais il y a des canards, des escargots. Elles ne m'ont pas raconté les cyanobactéries. Elles ne m'ont pas tout raconté, mais c'est vraiment elles qui m'ont fait basculer. Et effectivement, ma trajectoire professionnelle ensuite a été effectivement de considérer à chaque fois, dans tous les pays où je suis allé auprès de tous les agriculteurs, que l'objet de travail est une incroyable complexité et qu'il fallait effectivement, même si on a des connaissances scientifiques, ne pas comporter comme un scientocrate, mais respecter effectivement des savoir-faire qui sont transmis, issus de recherches empiriques, paysannes, de longue durée et ce genre de choses. Et puis l'autre leçon, moi, que j'ai retenu, effectivement, la bascule, ce n'est qu'un début. Et la suite, c'est un combat. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour cette conférence. J'espère que vous avez été inspirés par ce qui s'est dit pendant 40 minutes. Et je laisse la parole illico presto à Hélène pour la prochaine table ronde qui s'appelle « Changer le système, changer de système, la bascule écologique à l'épreuve du terrain ». Et on accueille pour cette table ronde deux têtes, Cédric Riggenbach, Hélène Binet, Andrel Prieto, Hélène Cloître. Et la dernière personne va se lever et je vais m'en souvenir. Mathieu Astic.